À chaque Noël, elle trône sur nos tables de réveillon, c'est la dinde. Au quotidien, c'est aussi la volaille que nous consommons le plus derrière le poulet. Grâce à E = M6, vous allez tout savoir sur ce mets dont nous raffolons et qui est au cœur du repas de Noël préféré des Français. Dans la campagne sartoise, Johan Giraud élève des dindes de Noël. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Mac Lesguy. Bonjour Johan. Bonjour. Donc elles sont bruyantes vos dindes. Ah oui, très bruyantes. Alors elles sont très grégaires également, j'ai l'impression qu'elles aiment bien être en groupe. Ah oui, ouais, ça vit toujours en communauté assez serrée et c'est très curieux et bruyant. En fait, pourquoi ça s'appelle la dinde? C'est Christophe Colomb qui l'a découvert en Amérique. Ouais. Et en pensant qu'il avait débarqué en Inde, oui, bien sûr, il disait toujours je suis arrivé aux Indes. Voilà, en fait, c'est pour ça c'est la poule d'Inde de Christophe Colomb. Et poule d'Inde, on finit par dire c'est la dinde. Voilà, tout à fait. Ici, près de 2500 dindes glougloutent en semi-liberté. Et ce sont toutes des femelles. Pourquoi est-ce qu'ici vous n'élevez que des dindes et pas de dindons? Nous, on élève que des dindes, essentiellement par rapport au gabarit. Parce qu'on recherche à avoir une volaille pas trop grosse pour pouvoir la cuisiner et qu'elle puisse rentrer dans le four. Ah oui, parce que le dindon mâle est toujours beaucoup plus gros que la femelle, c'est ça? Oui, le dindon mâle est toujours plus gros que la femelle. Et donc le dindon mâle ne rentrerait pas entier dans le four, alors que la femelle va rentrer dans notre four. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais regardez bien, un dindon se cache parmi les femelles. Saurez-vous le retrouver? Il y en a juste un là-bas. Ah, c'est le plus gros qui a la tête bleue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ce mâle fait près de 2 fois le poids d'une femelle. Mais à votre avis, combien pèse une dinde? Une dinde, oui, il faut au moins compter 6 kilos. Alors je vais dire dans les 3 kilos. Je sais pas, peut-être 50 kilos, peut-être plus. 50 kilos, c'est un peu exagéré. Allez Mac, pesez donc une de ces dindes. Encore faut-il réussir à l'attraper. Mac déploie des ruses de sioux. Mais la dinde est sur ses gardes. Montrez-moi comment on attrape une dinde. Ah ben on va essayer, je vais vous montrer. Voyons. Oh, dis donc, t'es belle. On va te peser pour savoir combien tu pèses. Verdict. 4,2 kg. Ah là, c'est le poids idéal. Si la dinde noire que l'on consomme à Noël fait moins de 5 kg, d'autres espèces, comme par exemple la dinde blanche, peuvent peser jusqu'à 20 kg. Tu pèses combien de kilos, Léo? 20. 20 kilos. Alors voyons. C'est fou d'imaginer qu'il y a des dindes qui pèsent ce poids-là. C'est incroyable. Donc évidemment, il est hors de question que ces grosses dindes blanches, on ne peut pas les mettre dans un four. Ah bah là, non, là, elles vont pas pouvoir rentrer dans le four. Mais comment est-ce qu'on obtient des dindes aussi grosses, hein? Ah bah, uniquement par sélection. En fait, on garde des individus les plus gros et ça permet de croisement d'année en année d'avoir des animaux vraiment de plus en plus lourds. Et on cherche à avoir les animaux les plus gros possibles pour avoir le plus gros rendement, pour faire de l'escalope, de la viande de dinde, voilà, etc. Ouais. Ou des plats préparés. Johan, merci beaucoup. Maintenant, je sais quoi faire à Noël. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. Mac. Résumons, les dindes que l'on cuit entières pour Noël sont donc bien plus petites que les dindes consommées en morceaux toute l'année. Avant de vous révéler tous les secrets de la cuisson d'une dinde, intéressons-nous aux bienfaits nutritionnels de cette viande. Et vous allez le découvrir, ils sont nombreux. À l'hôpital Bichat à Paris, Diana Canouche, médecin nutritionniste, va comparer une escalope de dinde avec une cuisse de poulet et une côte de porc. Si l'on compare le nombre de calories de ces 3 viandes, eh bien, il y a une grande gagnante qui est la dinde, puisqu'elle ne comporte que 128 calories pour les 100 grammes de l'escalope de dinde. Si l'on regarde la cuisse de poulet, c'est plus de 210-220 calories à la cuisson. Et puis la grande perdante, c'est la côte de porc, puisque là, on monte à 250 calories pour les 100 grammes de côte de porc. La dinde est très peu calorique, car elle contient peu de matière grasse. Elle est très pauvre en lipides. Elle n'a que 1 gramme pour 100 grammes d'escalope de dinde.
Lorsque l'on regarde la cuisse de poulet, eh bien, on monte à 11 grammes de lipides. Et pour la côte de porc, on monte jusqu'à 15 grammes de lipides. L'escalope de dinde a aussi la particularité d'être pauvre en acides gras saturés, dits athérogènes. Ce sont les acides gras qui sont dits dangereux pour la santé s'ils sont consommés en excès, puisqu'ils ont tendance à développer du coup des maladies cardiovasculaires, ce qui est dangereux pour la santé. Peu de matière grasse, mais beaucoup de fer et de vitamine B. La dinde est l'une des viandes les plus bénéfiques pour notre santé et idéale quand on surveille son alimentation. Mais pour garder tous ces bénéfices, il y a des erreurs de cuisson à ne pas commettre. Celle-ci par exemple. J'ai fait la sauce. Après, je la fais bouillir. Après, je la mets dans la sauce pour la préparer. Alors, les cuissons à éviter pour les bénéfices nutritionnels de votre dinde, finalement, sont les cuissons qui mijotent très longtemps, tout ce qui est bouilli très longtemps. Malheureusement, les vitamines du groupe B sont dites hydrosolubles, c'est-à-dire qu'en fait, elles deviennent solubles dans l'eau. Et donc, on va les retrouver dans le jus. Donc, vous perdez les bénéfices des vitamines du groupe B. Autre erreur à ne pas faire, eh bien, c'est certaines vitamines, notamment la vitamine B6 ou encore le fer, qui en fait cette fois-ci vont être dites thermosensibles. Et là, tout simplement, plus la cuisson est longue et haute en température, plus vous perdez ces vitamines et ce fer. Si cuire une escalope à la poêle est rapide, cuire une dinde de Noël pour qu'elle soit dorée, mais pas trop cuite, est une opération plus délicate. Cela relève même de la science. Dans cet atelier culinaire parisien, Arthur Lequen, spécialiste de la chimie culinaire, va nous donner de précieux conseils afin d'obtenir une viande juteuse à la peau croustillante. Le premier, il faut faire sécher la dinde avant de la cuire. Alors en fait, il faut la laisser au réfrigérateur pendant 3 jours en dehors de son sachet plastique pour que la peau sèche. Plus la peau sera sèche avant la cuisson, plus elle sera croustillante. Vous pouvez farcir votre dinde, mais contrairement aux idées reçues, elle n'en sera pas plus moelleuse. Les gens imaginent que l'humidité de la farce va limiter le dessèchement des chairs, mais en fait, pas du tout. Autre erreur commise par la plupart des cuisiniers amateurs, piquer la peau de la volaille. L'humidité s'évapore par les trous, ce qui assèche la viande. Pendant la cuisson, la chair va perdre un petit peu d'humidité et si vous piquez, une partie de cette humidité va s'évaporer et votre viande va s'assécher. Une fois la dinde badigeonnée d'huile, vous pouvez la mettre au four, mais attention, pas dans n'importe quel sens. Les gens ont tendance à faire cuire les volailles avec les blancs au-dessus. C'est une erreur parce que les blancs ont besoin d'un temps de cuisson largement inférieur aux cuisses et aux ailes parce qu'ils contiennent moins de collagène. Le collagène, c'est une matière qui entoure les fibres musculaires et ce collagène a besoin de beaucoup de temps pour fondre et se dissoudre et donner du goût. Dans les cuisses et dans les ailes, on a du collagène. Dans le blanc, on n'a pas de collagène, donc le blanc, ça sèche plus vite. Donc, on retourne la volaille pour mettre les blancs en dessous. On sale. Et attention, autre conseil, il ne faut surtout pas poivrer. Le sel, vous pouvez en mettre. L'intérêt, c'est que ça va aider à l'assèchement de la peau, donc la rendre plus croustillante. Le poivre, c'est une immense bêtise parce que ça commence à brûler à partir de 40 degrés. Et comme il ne passe pas non plus à travers la peau, ça ne va rien donner sur les chairs. Donc vous allez apporter un goût amer et acre à votre volaille. Enfin, la clé de la cuisson de la dinde, c'est la température de votre four. 140 degrés, pas plus. Si on met le four trop chaud, les protéines contenues dans la viande vont se tordre à la chaleur et en se tordant, elles vont expulser une partie de l'eau contenue dans les chairs, comme quand on tord un torchon comme ça, humide. Au contraire, si on est sur une cuisson plus basse, les protéines ne vont pas se tordre et ne vont pas expulser d'eau, donc la viande va rester beaucoup plus tendre et beaucoup plus juteuse. Et pour être sûr que votre four n'est pas trop chaud, vous pouvez, après 1 heure de cuisson, prendre la température au cœur de la viande. Si votre four est bien à 140 degrés, cette température à cœur ne doit pas excéder les 60 degrés. C'est la température optimale pour ne pas avoir une viande trop sèche. Il ne faut pas monter plus haut, mais il faut garder cette température pendant 2 heures au moins. Vous savez maintenant que les dindes de Noël sont toutes des femelles et qu'elles sont spécifiquement élevées pour pouvoir rentrer dans nos fours. Et pour réussir la cuisson de cet incontournable de nos repas de fête, laissez-la sécher en dehors de son emballage pendant 3 jours au frigo. Ne la piquez pas, enfournez-la mais à l'envers et cuisez-la longtemps à basse température. Vous verrez, ça change tout. Dans cette famille alsacienne, tout est fin prêt à l'approche de Noël.
On se fait un petit goûter, les filles? Oui. Pour Valentine, Pauline et leur maman, il y a une tradition incontournable. Pain d'épices? Le pain d'épices, les enfants adorent, et cela depuis des générations. Ça sent trop bon. Tu sens la cannelle? Ouais. On peut en manger toute l'année, mais plus particulièrement à Noël. Ça se marie très très bien avec un bon chocolat chaud. Et c'est féerique, il y a l'odeur, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Le pain d'épices est un pain très particulier, au goût prononcé, à la texture moelleuse et qui a l'avantage de se conserver longtemps. À votre avis, les enfants, qu'y a-t-il dedans? Je pense qu'il y a de l'orange, il y a du sucre, de la cannelle, de la farine. Il n'y a pas beaucoup de choses. Pour découvrir les secrets de fabrication du pain d'épices, partons à Guerdvillers, à quelques kilomètres de là. C'est le village du pain d'épices. On en produit depuis des centaines d'années, de toutes les formes et à toutes les saveurs. Valentine et Pauline ont rendez-vous pour un cours de cuisine très particulier avec Michel Absiger, fabricant de pain d'épices. Bonjour les filles. Quel ingrédient il faut mettre dans le pain d'épices? Ce qu'il faut, c'est tout ça. Avec ça, on peut faire du pain d'épices. Il faut de la farine de blé, farine de seigle, ça c'est du miel, ça c'est du sucre, le mélange d'épices. Et ça, c'est du bicarbonate, sa poudre à lever. Ici, la recette est la même depuis plus de 200 ans. Ces ingrédients sont incorporés un à un et mélangés pour obtenir une pâte homogène. Passez les épices, s'il vous plaît. Évidemment, dans le pain d'épices, l'ingrédient essentiel, ce sont les épices. Dans cette poudre, on en trouve 11 différentes, dont de l'anis, de la cannelle, des clous de girofle. On ajoute un soupçon d'eau mélangé au bicarbonate de soude. Mais attention, pas trop. La pâte doit être peu humide. De l'eau, il en faut très peu, alors que le reste, c'est des matières sèches, la farine, le sucre, quand on le met brut, c'est sec aussi, des épices. Dans ce genre de pain d'épices, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème ni de graisse. Résultat, on obtient une pâte ferme et marron, la couleur des épices et du miel. Après le pétrissage, la pâte va reposer, et ce pendant une très longue période. Ça, c'est une pâte relativement jeune. Elle a à peu près 4 semaines. Celle-là, elle a 6 mois au moins. 6 mois, vous avez bien entendu. 6 mois, mais c'est énorme. Pourquoi on laisse reposer la pâte aussi longtemps? Parce qu'il y a une réaction qui va se produire entre la farine, le miel et le sucre. On appelle ça la fermentation pain d'épicière. Et plus il aura le temps de vieillir, meilleur sera le résultat. Durant tout ce temps, plusieurs réactions physico-chimiques vont se produire. Pour commencer, les enzymes, contenues notamment dans la farine et le miel, s'activent. Mais que font-elles donc? C'est ce que nous allons découvrir à l'Institut parisien de chimie moléculaire avec Mathilde Courel, enseignante-chercheuse. Ces enzymes, c'est comme des petits ciseaux qui vont découper quoi? Qui vont découper les plus grosses molécules, comme l'amidon, qui vient de la farine. Et cet amidon va être découpé en plus petites unités, en particulier en plus petits sucres, qui vont contribuer à la fois au goût, mais aussi à la texture du pain d'épices final. Plus les molécules d'amidon seront découpées, plus le goût sera développé. Ce qui est incroyable avec ce pain d'épices artisanal, c'est que durant sa longue fermentation, qui peut donc durer jusqu'à 6 mois, la pâte ne pourrit pas. Comment est-ce possible? Alors ça ne pourrit pas tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sucre. Il y a donc le sucre qu'on a rajouté dans la recette, plus le miel qui apporte aussi beaucoup de sucre. Et le sucre aime beaucoup l'eau, donc il retient l'eau. Et cette eau n'est donc pas disponible pour des micro-organismes type moisissure qui pourraient se développer dans la pâte. Et la pâte se conserve grâce au sucre. Quel que soit l'aliment, les moisissures ont besoin d'eau pour se développer. Sauf que le sucre les prive d'eau. Comme dans la confiture, le sucre joue le rôle de conservateur. C'est pour cette raison que le pain d'épices que vous achetez peut se conserver longtemps dans une boîte bien hermétique. Retour chez notre artisan. Aujourd'hui, il va façonner cette pâte vieille de 6 mois. Sauf qu'elle a un peu durci.
L'astuce, lui ajouter une pâte plus jeune qui n'a reposé qu'1 mois seulement, pour qu'elle soit plus malléable afin de pouvoir l'étaler. Maintenant, on passe au moment le plus sympa pour les enfants, la découpe. Alors, pour découper, tu poses le moule, tu appuies, allez-y, n'aie pas peur. Les filles ont un petit faible pour les cœurs. Ça y est, le pain d'épices est prêt à passer au four. Quantité de 160 degrés pour la cuisson. C'est assez rapide parce que c'est pas très épais. À la sortie du four, le pain d'épices n'a plus du tout la même apparence. Au bout de 10 minutes de cuisson, c'est à peu près triplé de volume. Durant cette cuisson, la pâte a gonflé, car en présence du bicarbonate de soude, autrement dit de poudre levante, une réaction chimique s'est déclenchée. Alors la poudre levante, quand elle va être en présence d'eau et de chaleur, elle va se décomposer pour produire du gaz. Le gaz va migrer dans les alvéoles et va faire gonfler la structure, et donc on va avoir un gâteau qui prend du volume. Le bicarbonate de soude utilisé dans le pain d'épices, vous le connaissez tous. C'est l'ingrédient principal des levures chimiques que nous achetons en magasin. Chez notre artisan, c'est l'heure de la décoration. C'est maintenant tu fais une fleur rouge à côté. Et de la dégustation. Trop bon. Tu aimes ça? C'est très bon. Alors ça vous a plu? Oui. Oui. Maintenant vous savez comment on fait le pain d'épices? Oui. Vous l'avez compris, le pain d'épices, cette friandise qui traverse les siècles, demande un long processus de fabrication, au cours duquel se produisent une multitude de réactions chimiques 100% naturelles. Fini.